Bonjour, je vais discuter d'un sujet assez récent dans l'histoire des mathématiques et qui est encore étudié aujourd'hui. Il s'agit des pavages P2 de Penrose. C'est ce qu'on peut voir par exemple ici dans l'arrière-plan. Alors, pendant la présentation, ok, je vais parler de l'objet mathématique qu'on appelle pavage. Je vais ensuite aborder les éléments de base par rapport au pavage P2 de Penrose, et puis je vais parler de propriétés d'application de ces pavages. Pendant la présentation, je ne ferai pas de preuves formelles, rigoureuses, mais bon, je vais quand même essayer d'expliquer intuitivement les résultats que je vais présenter. Alors, pour commencer, je propose qu'on définisse qu'est-ce que c'est qu'un pavage. Alors, on a ici, par exemple, un plancher de cuisine. Et puis, bon, qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que c'est un recouvrement, ok? C'est-à-dire qu'il n'y a pas de trou, ça recouvre bien l'espace. Puis bon, dans le cas d'un plancher, ça va recouvrir une surface finie. Par contre, dans un pavage, on exige que le recouvrement soit un recouvrement de R2 du plan. Okay? Donc, on exige qu'il n'y ait pas de trou. Et puis, ce qu'on exige, c'est que il n'y a pas de chevauchement d'intérieur de tuiles. C'est-à-dire que si je prends deux tuiles, alors leurs intérieurs sont disjoints. Et puis je parle d'intérieur de tuiles parce que bon, en pratique, quand on va représenter des tuiles, on peut admettre qu'il y ait une arête ou encore un sommet en commun. Alors en se restreignant à l'intérieur seulement, alors ça a plus de sens de parler que l'intérieur des tuiles ne doivent pas se chevaucher. Et puis ben, c'est ce qui définit un pavage. Alors un pavage, bon, euh, le plancher c'en était un, si on étend ça à l'infini bien sûr pour que ça recouvre R2. Mais on en trouve plein d'autres exemples. Encore là, fini pour illustrer, mais qu'on pourrait étendre à l'infini pour que ça fasse, pour que ça respecte rigoureusement la définition de pavage. Donc, bon, on a un petit pavé ici qu'on peut retrouver dans un stationnement de l'UQTR qui aurait deux sortes de tuiles, deux proto-tuiles que je vais dire, c'est-à-dire les tuiles les sortes de tuiles qui composent le pavage. Alors, proto-tuile, c'est une sorte de tuiles. Pour être rigoureux, ce serait une classe d'équivalence par rapport à ma relation d'équivalence, être de même dimension que, appliquée à mon ensemble de tuiles. Mais bon, essentiellement, c'est des sortes de tuiles, des sortes de morceaux de mon pavage. Donc, dans cet exemple-ci, j'en aurais deux, des octogones et des carrés. Dans cet exemple-ci de pavage, qui est une œuvre de M.C. Escher, qui utilise justement beaucoup la notion de pavage et de symétrie, eh bien, si on dit que la couleur a de l'importance, il y aurait deux prototuiles, deux sortes de tuiles, donc des oiseaux blancs et des oiseaux bleus. Si la couleur n'a pas d'importance et qu'on peut admettre des rotations sur les tuiles, à ce moment-là, il n'y aurait qu'une seule prototuile. D'autres exemples, on retrouve les pavages dans la nature. Par exemple, ben, les abeilles se servent du pavage hexagonal. Comme on peut voir ici, il y a une seule prototuile, un hexagone. Et puis, chose importante, tout le pavage est construit à partir d'une seule prototuile qui est régulière. Donc, il existe seulement trois pavages réguliers, trois pavages construits par une seule prototuile régulière, c'est-à-dire dont tous les côtés sont égaux. Les seules prototuiles qui permettent ça, c'est le triangle équilatéral, le carré et puis l'hexagone régulier. Ça va jouer un rôle important bientôt. Et puis, bon, les lignes de la main délimitent certaines régions. Donc, en ce sens-là, c'est un pavage. Par contre, bon, c'est pas assez structuré, ordonné, du moins pas du point de vue géométrique. Donc, c'est le genre de structure de pavage qu'on va écarter de notre étude. OK, maintenant une notion très
importante pour la suite des choses, la notion de pavage périodique. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un pavage périodique? C'est un pavage qui est symétrique. Ben, je vais l'écrire donc. Pavage symétrique par translation selon deux vecteurs linéairement indépendants. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que je peux prendre mon pavage et puis le glisser, y appliquer une translation et le pavage va rester invariant, va retomber sur lui-même et ce, selon deux vecteurs linéairement indépendants. Essentiellement, ce que ça veut dire, pour que ce soit possible, que mon pavage soit construit par un motif qui se répète tout le temps. Par exemple, ça ici, que il existe toujours deux vecteurs linéairement indépendants, par exemple comme ça et comme ça. Je peux appliquer une translation qui suit ces deux vecteurs-là que j'ai tracés, et mon motif va toujours retomber sur lui-même, mais juste plus loin dans le pavage. Et j'aurais pu faire ça pour n'importe quel ensemble de tuiles que je vois dans le pavage qui correspond au motif que j'ai ciblé. Et à ce moment-là, bon, on dit que c'est un pavage qui est périodique. Et puis, bon, c'est pas tous les pavages qui sont périodiques. Et il y a la notion de pavage apériodique qui intervient. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un pavage apériodique? C'est un pavage dont les prototuiles, prototuiles, je rappelle, qui est le mot pour dire les sortes de tuiles, les classes d'équivalence dont je parlais tantôt. Donc, pavage dont les prototuiles ne peuvent former que des pavages qui ne sont pas périodiques. Donc, il faut faire attention, un pavage apériodique, ce n'est pas nécessairement un pavage qui n'est pas périodique. Par exemple, si je prends un pavage carré, bon, et puis on peut supposer qu'on continue comme ça pour couvrir R2, et puis que, bon, toutes mes tuiles sont blanches, et puis que j'en prends une que je mets en rouge, et que je dis que la couleur a de l'importance pour définir mes tuiles. Ben alors, c'est pas un pavage qui est périodique, parce que si j'applique une translation à mon pavage, ce ne sera pas symétrique. Hein? Si je décale tous mes carrés de un carré vers la droite, bon, le carré rouge ici va retomber sur un carré blanc. Donc, ce sera pas périodique. Par contre, c'est pas pour autant un pavage qui est apériodique parce que je peux prendre toutes mes tuiles, ok, les mettre dans un sac et puis paver le plan de manière périodique. C'est facile, j'ai juste à ne pas prendre de tuiles rouges, que prendre des tuiles blanches, et puis ça me fait un pavage. Oups, ça me fait un pavage euh, carré, composé seulement d'une seule tuile et qui est périodique. OK. Donc on voit que c'est plus difficile de trouver des exemples de pavage apériodiques. Et puis bon, on a longtemps cru que c'était impossible, que ça n'existait pas. Et puis bon, le premier pavage apériodique qui a été trouvé, c'était en 1966 par Robert Burger. Et puis bon, le contre-exemple qu'il a trouvé nécessitait 20 426 sortes de tuiles. Donc c'est un très grand nombre, c'est un exemple assez complexe. Et puis bon, naturellement, les mathématiciens ont par la suite voulu diminuer ce nombre-là, trouver des exemples de pavage apériodique à moins de prototuiles. Et puis, bon, ben, il y a le mathématicien Roger Penrose qui s'est intéressé à la question. C'est lui qu'on peut voir ici. Vous le connaissez peut-être par les triangles de Penrose, des espèces de triangles impossibles comme qu'on peut voir ici. Donc, c'est lui qui a travaillé, qui a créé cet objet-là. Et puis, bon, il a travaillé sur les pavages de Penrose et aussi en physique mathématique. Et puis, bon, vous vous souvenez ce que je disais tantôt?
Il y a les trois seules figures planes régulières qui peuvent paver le plan à elles seules, c'est le triangle équilatéral, 3 côtés, le carré, 4 côtés, et l'hexagone, 6 côtés. Donc, il y a comme un trou pour 5 côtés. On ne peut pas paver le plan seulement avec des pentagones réguliers. Bon, ben ça a piqué la curiosité de Roger Penrose, et puis bon, il se demandait tout de même ce qu'on pouvait faire avec des pentagones réguliers pour paver le plan. Alors bon, on part d'un pentagone, et puis essayons de paver le plan seulement avec des pentagones réguliers. Bon, qu'est-ce qu'on peut faire pour l'instant? Seulement ajouter un pentagone régulier à chacun des côtés, comme ceci. Et on voit déjà qu'on ne pourra pas paver le plan uniquement avec des pentagones réguliers. Hein, définitivement, il n'y a pas de pentagone régulier qui rentre ici. Hein, parce qu'on se rappelle, pour que ça fasse un pavage, il ne faut pas qu'il y ait de trous, il faut que ce soit un recouvrement. Et on n'admet pas la possibilité qu'il puisse y avoir de chevauchement. Donc, je ne peux pas mettre un pentagone ici qui intersecterait là, ces intérieurs de pentagone. OK, donc ce qu'on va faire, ben, on va faire intervenir une nouvelle prototuile, une nouvelle sorte de tuile qui va venir remplir les trous comme ça. Et ensuite, ben, on voit que je pourrais continuer avec des pentagones. Donc, on continue ce processus-là. On essaie de toujours utiliser des pentagones et on remplit les trous avec d'autres sortes de tuiles en essayant d'avoir recours au moins de sortes de tuiles possibles. Et en continuant, ben, on obtient quelque chose comme ceci. Donc, c'est un pavage de la famille P1 de Penrose. C'est la première famille de pavages trouvée par Penrose. Et c'est un pavage qui est apériodique. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il nécessite seulement 6 prototuiles, 6 sortes de tuiles, ce qui est vraiment une belle amélioration par rapport aux 20 000 quelques de tout à l'heure. Et puis, ben, Roger Penrose voulait savoir s'il était possible de paver le plan de manière apériodique avec encore moins de prototuiles. Donc, il existe une certaine correspondance, une certaine règle entre les pavages de la famille P1, comme celui qu'on peut voir ici, et une nouvelle sorte de pavage, ceux de la famille P2. Donc, je n'entrerai pas dans les détails, mais on peut regrouper certaines parties de tuiles de la famille P1, des pavages P1. Par exemple, on prenait les étoiles, les pentagones, comme qu'on voyait ici. Et je peux regrouper certaines parties pour former de nouvelles tuiles. Donc, ces nouvelles tuiles-là, ce sera des fléchettes et des cerfs-volants. On voit que je peux recouvrir le plan seulement avec des fléchettes et des cerfs-volants. Donc, si je garde seulement les fléchettes et les cerfs-volants, je peux obtenir un pavage qui ressemble à ceci, qu'on appelle un pavage à cerfs-volants et fléchettes, justement, ou encore un pavage de la famille P2, des pavages de Penrose. Deuxième famille de pavages trouvée par Penrose. Donc, c'est un pavage, une sorte de pavage qui est apériodique aussi et qui nécessite seulement 2 sortes de tuiles. Donc, on a encore diminué le nombre de prototuiles nécessaires pour paver le plan de manière apériodique. Et puis, bon, par la suite, la recherche a continué. Les mathématiciens ont voulu savoir est-ce qu'il était possible de paver le plan de manière apériodique avec moins de prototuiles, donc une prototuile nécessairement. Et c'est tout récemment, à l'été 2023, qu'on a trouvé un pavage apériodique à une prototuile, qui est le pavage Einstein qu'on appelle, qui a bon, rien à voir avec le physicien. C'est seulement qu'Einstein vient de l'allemand et ça signifie une tuile, une pierre, qui est composé, les prototuiles du pavage Einstein sont composées justement de 10 cerfs-volants, comme dans les pavages, comme dans le pavage P2 de Penrose. Et puis bon, ce qui est assez drôle, c'est que c'est pas un mathématicien qui a trouvé ce pavage-là. C'est un retraité britannique, David Smith, qui était bon anciennement technicien en imprimerie et puis qui, bon, à sa retraite, dans ses temps libres, aimait bien faire des casse-têtes, jouer avec des objets mathématiques liés au pavage et qui, bon, à force de jouer avec ça, trouvé un exemple de pavage apériodique à une tuile. Mais bon, je ne passerai pas plus de temps que ça sur les pavages Einstein. Je vais plutôt me concentrer sur les pavages P2 de Penrose, comme ceux qu'on peut voir ici. OK, donc je vais expliquer comment est-ce qu'on peut construire de tels pavages. Alors, la première des choses, bon, comme je le disais, il y a seulement 2 prototuiles, des cerfs-volants et des fléchettes, qui sont ici.
On exige que le rapport entre les côtés longs et les côtés courts soit de phi. Et puis, bon, on voit les angles ici qui sont identifiés. Et pour coller, assembler des tuiles entre elles, la règle, c'est que les côtés, les points noirs doivent coïncider et les points blancs doivent coïncider quand on les assemble. Okay? Et puis, bon, maintenant, on veut savoir comment est-ce qu'on peut construire des pavages P2 de Penrose. Alors, ce qui est embêtant, ce qui est difficile, c'est que contrairement à un pavage périodique, où est-ce que je peux prendre un motif et puis le répéter, ok, par translation partout dans le plan, pour paver le plan, ben, les pavages apériodiques, je peux pas faire ça. Je peux pas partir d'un motif et puis le répéter partout dans le plan. Donc, pour paver le plan avec ces tuiles-là, il faut penser autrement. Donc, l'idée, astuce, c'est de, plutôt que de partir d'un motif et de le translater, d'aller vers l'extérieur, c'est de prendre un motif ou une tuile, tout simplement, et de recouvrir cette tuile-là. Donc, on va plutôt vers l'intérieur et je fais ça pour chacune des nouvelles tuiles que ça va créer. Donc, c'est ce que je vais appeler une phi-inflation ou une inflation de tuiles. Donc, si je prends une tuile, par exemple un cerf-volant, ici dans mon pointillé bleu, et j'y applique une phi-inflation, c'est-à-dire que je le décompose. Je le recouvre de plus petites tuiles de P2, c'est-à-dire de plus petits cerfs-volants et de plus petites fléchettes, comme on peut le voir ici. Et on pourrait montrer, là, étant donné les mesures que j'ai montrées ici, que ça ici correspond bel et bien à un cerf-volant, et ça ici correspond bien, bel et bien à des fléchettes, c'est de la trigonométrie élémentaire. Et puis, bon, l'idée, et puis bon, on peut bien sûr faire la même chose pour des fléchettes. Donc en pointillé bleu, ici j'ai ma fléchette que je peux recouvrir par un plus petit cerf-volant et deux petites fléchettes. Et puis, l'idée, c'est que si, après avoir appliqué une inflation, j'agrandis le tout de telle sorte à ce que mes plus petits cerfs-volants ben, soient de la même grosseur que mes anciens cerfs-volants, et je fais ça pour chacune des tuiles, ben, je vais avoir dans R2 agrandi la surface recouverte et bon, ça va demeurer un bon collage, c'est-à-dire que si je fais ça itérativement, et ensuite pour mon plus petit cerf-volant ici, je le redécompose, même principe pour les fléchettes, ben si je fais ça itérativement jusqu'à l'infini, je vais avoir pavé le plan. Donc, par exemple, je pars d'un cerf-volant, j'applique une première fois une inflation, je l'applique à nouveau, donc comme je disais, je prends mon cerf-volant, et puis la règle, c'était que mon cerf-volant qui est en pointillé bleu ici, je le décompose selon ces tuiles-là. Bon, ben, c'est ce qu'on voit ici. Même principe ici. Même principe ici. Bon. Et puis, à chaque fois, je peux agrandir le tout, OK? De telle sorte que mes tuiles soient de même dimension que mon ensemble de tuiles de départ. Et puis, ben, nécessairement, ça va paver le plan. Donc, c'est comme ça qu'on peut construire les pavages de Penrose. Donc, ça peut donner quelque chose comme ça quand on applique la procédure une infinité de fois. OK. Maintenant, une question intéressante. On peut se demander ben, combien de pavages de Penrose est-ce qu'il existe? Alors, il en existe une infinité. Et puis, bon, on pourrait se dire que puisque c'est un objet euh, à nature discrète, on pourrait se dire, bon, il existe une infinité dénombrable de pavages P2 de Penrose, mais en fait, il existe une infinité indénombrable de pavages de P2 de Penrose. C'est-à-dire qu'il existe autant de tels pavages que de nombres réels. Alors, comment est-ce qu'on peut montrer ça? Je ne ferai pas la preuve dans le détail, mais je vais tout de même vous donner une petite idée. Donc, étant donné un pavage, P2 donné, on peut appliquer le processus inverse d'une inflation, comme je viens de définir, ce que je vais appeler une déflation ou une phi-déflation, qui consiste à chaque fois que je reconnais un résultat d'inflation d'une tuile, je ramène ça à la tuile en pointillé bleu. Essentiellement, à chaque fois que je vois euh, un motif, ok, un collage de fléchettes et de cerfs-volants qui ressemble à ça, ben je dis que ça correspond, quand j'applique la déflation, ça retourne
mon cerf-volant en pointillé bleu. Principe analogue pour les fléchettes. Donc, par exemple, ici, je vais trouver une phi-inflation de cerf-volant, par exemple, ici. OK, donc, à chaque fois que je retrouve des phi-inflations de tuiles, je les ramène à la tuile en question. Et je fais ça pour tout le pavage. Et puis, bon, on pourrait montrer que ça va à chaque fois me redonner un pavage. Donc, un coup que j'ai défini ces déflations-là, je peux définir une suite. OK? Donc, X qui dépend d'un pavage P et d'un indice N. OK? Donc, pour X, un point de R2, OK, étant donné un pavage, donc qui s'inscrit dans un pavage, par exemple, ça pourrait être le point, tiens, justement, le point ici. Donc, c'est un point du plan de R2 que j'inscris dans un pavage. OK? Donc, je définis une suite telle que mon nème élément de cette suite-là vaut 1 si mon point se retrouve dans un cerf-volant à la nème déflation. Donc, par exemple, quand n vaut 1, bien, comme je le disais ici, ça, quand j'applique une déflation, ça me retourne un cerf-volant. Donc, quand n vaut 1, ben, mon terme, ce serait 1. Et puis, mon nème terme, c'est 0 sinon. Donc, ici, ça se retrouve dans une fléchette. OK? Et puis, on peut montrer que pour deux points, deux suites de points, OK, définis de cette manière-là, pour P et P', donc pas nécessairement le même pavage, les suites vont coïncider à partir d'un certain rang, c'est-à-dire qu'à partir d'un certain rang, tous les termes de la suite vont être égaux. Si et seulement si, mes suites sont construites à partir du même pavage. Et puis bon, j'ai peut-être pas été assez clair, mais c'est pour deux points différents, là, quelconques, ou du moins qui peuvent être différents. Bien sûr, si c'est le même, il n'y a pas de problème, là. Mais si je prends x et x', disons, deux points de R2 qui s'inscrivent dans un pavage P et P', les suites définies de cette manière-là vont coïncider à un certain rang, si et seulement si mes suites sont construites à partir du même pavage. Autrement dit que P est égal à P'. Et puis, ben, à partir de là, ben, le gros de la résolution est fait. Tout ce qui nous reste à faire, c'est de compter combien de telles suites est-ce qu'on peut faire. Ça va nécessairement nous donner le nombre de pavages de Penrose distincts. Et puis, ben, par le principe du produit, ben, on se convainc facilement que le nombre de telles suites, c'est 2 à mon nombre d'éléments dans ma suite. Bon, j'élimine un nombre fini de premiers termes, mais bon, puisque j'ai Aleph 0 terme, bon, mon nombre fini au final ne joue pas d'importance. Donc, j'ai 2 à la Aleph 0 telle suite, qui est la cardinalité du continu. Donc, on se convainc bien qu'il existe une infinité indénombrable de pavages P2 de Penrose. Ensuite, autre aspect intéressant, ben, je l'ai mentionné, les pavages P2 de Penrose sont apériodiques. Je vais expliquer un peu comment est-ce qu'on peut s'en convaincre, encore là, sans faire de preuves formelles. Alors, l'idée, pour montrer la périodicité, c'est d'y aller par l'absurde. Donc, si j'ai un pavage, si je suppose que les pavages P2 de Penrose sont périodiques, c'est-à-dire qu'ils peuvent, comme je disais tantôt, être construits par répétition d'un motif. Donc, supposons que je peux prendre un motif dans lequel j'ai C0 cerf-volant et F0 fléchette. Bon, quand que je le translate, que je le duplique une première fois, ben, au total, je vais avoir C0 et F0, ben, C0 cerf-volant et F0 fléchette dans mon motif de départ, et C0 cerf-volant et F0 fléchette dans ma duplication. Donc,
dans tout ça, je vais avoir le même rapport de cerf-volant par rapport au nombre de fléchettes, ça va rester le même. Et si j'applique encore d'autres duplications, à chaque fois mon nombre de cerfs-volants et de, de fléchettes, mon nombre de cerfs-volants, pardon, par rapport à mon nombre de fléchettes, va rester constant. Donc, dans tout mon pavage, mon nombre de cerfs-volants sur mon nombre de fléchettes va être égal à ça ici, qui va être rationnel nécessairement, hein, parce que ça c'est un nombre entier, et ça c'est un nombre entier. Donc, ça va me donner un rationnel. Donc, si on arrive à montrer que mon rapport C sur F, pour C mon nombre de cerfs-volants dans le pavage et F mon nombre de fléchettes est irrationnel, ben nécessairement j'aurais montré que les pavages de Penrose sont apériodiques. OK, donc j'ai un petit tableau aussi où est-ce que pour chaque itération d'inflation, j'exprime mon nombre de cerfs-volants et mon nombre de fléchettes par rapport à C0 et F0 comme je viens de les définir. Essentiellement, comment j'ai obtenu mes coefficients? Bon, c'est à partir de cette règle-là ici. Là. Pour un cerf-volant, ça retourne deux cerfs-volants et deux fléchettes, sauf que, bon, comme qu'il y a du dépassement, cette fléchette-là va coïncider avec une fléchette une tuile qu'il y aurait à côté, par exemple un autre cerf-volant ou une fléchette. Et bon, même principe pour les fléchettes, donc c'est comme ça que je peux trouver les coefficients. Et si on regarde les coefficients, ben, ça peut nous rappeler une certaine suite. Par exemple, si je les lis dans cet ordre-là, donc 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, etc., ça correspond au premier terme de la suite de Fibonacci. Et puis bon, c'est pas un hasard là, que, bon, au début, ça fonctionne. On montre vraiment, ça correspond à la suite de Fibonacci. Mes coefficients, ça se montre très bien par induction. Donc, j'obtiens que Cn, donc mon nombre de cerfs-volants à la nème itération, ça va être f de 2n C0 plus f de 2n moins 1 F0. Et puis, pour Fn, ça va être grand F de 2n moins 1 C0 plus grand F de 2n moins 2 F0. Où mon grand F fait référence ici à la suite de Fibonacci. Et puis, sachant ça, ben, on montre facilement, c'est un calcul assez simple de limite, que ben, mon nombre de cerfs-volants par rapport à mon nombre de fléchettes dans le pavage, hein, c'est sur F, ben, ça va être ma limite, ok, puisqu'un pavage, c'est justement c'est infini, c'est quand que je recouvre R2 de Cn sur Fn, bon, étant donné que ça fait intervenir la suite de Fibonacci et que le rapport consécutif entre deux nombres de la suite de Fibonacci tend vers phi, bon, on retrouve facilement que mon rapport cherché est de phi, qui est un nombre irrationnel, ce qui montre bien que les pavages de Penrose sont apériodiques. Ben, du moins les pavages P2, mais on se convainc par un procédé analogue que c'est le même principe là, pour les autres familles de pavages de Penrose. OK. Maintenant, je vais aborder une propriété intéressante des pavages de P2 de Penrose. Donc, il y a ce qu'on appelle les décorations d'Amann qui correspondent au segment de droite qu'on peut voir ici bien précis. Donc, si pour chacune des tuiles, j'ajoute ces segments de droite-là, on appelle décoration d'Amann, ben, on peut retrouver quelque chose d'assez intéressant. Si je pave le plan avec ces tuiles-là en considérant mes décorations d'Amann et que ensuite je considère seulement les segments de droite, okay, que j'enlève mes contours de tuiles, ça va toujours former, mes segments de droite vont venir se coller bout à bout et ça va toujours former 5 familles de droites parallèles. Par exemple, ici, bon, il y en a 5. Et puis, on voit qu'il y a toujours deux types seulement d'espacement entre mes droites parallèles d'une même famille. Donc, ici, j'aurais court, long,
court, long, long, court, long. Ici, ça semble être long. Et puis, il y a seulement deux types d'espacements. Donc, je vais noter S, les espacements courts, et puis L, les espacements longs. Et puis, bon, on peut se demander comment tout ça est distribué. C'est pas distribué n'importe comment. Donc, pour trouver la règle, on va appliquer une phi inflation, une inflation à tout ça. Donc, je pars d'un pavage T, okay, ça vient de l'anglais T-ling, c'est pour ça aussi que j'utilise S pour les espacements courts. Donc, je considère seulement une partie ici d'un pavage T, et j'identifie les espacements courts et longs, okay, et j'applique une phi inflation, donc qui correspond à T', et ben, je remarque que L', c'est-à-dire mes nouveaux espacements longs, correspondent à une demi L, court et puis une demi L, et que mes nouveaux espacements courts, qu'on note S', correspondent à une demi L, une demi L. Sauf que nous, on veut trouver une règle qui fait seulement intervenir les espacements courts et longs. Okay? On veut une suite, une séquence qui a seulement deux lettres, L et S. Et bon, cette séquence-là s'appelle séquence musicale ou suite musicale. C'est le mathématicien John Conway qui a amené ce terme-là. Et bon, on veut trouver la règle. C'est pas bien difficile parce que ici, on a seulement l'effet géométrique d'une phi inflation. Mais pour trouver la règle de comment sont distribués les espacements courts et longs, on n'accorde pas d'importance à où précisément dans le plan se situent mes espacements. Donc, j'ai le droit de tout décaler. Et en décalant tout, ben, je trouve que mes nouveaux espacements longs correspondent à... Donc, je décale tout de une demi-L. Donc, ça correspond à mon ancien espacement long suivi de mon ancien espacement court. Et mes nouveaux espacements courts, ben, si je décale tout d'une demi-L, ça correspond à mes anciens espacements longs. Et ça, ben, peut-être que vous le connaissez, c'est un morphisme bien connu. C'est ce qui permet de construire les mots de Fibonacci. Donc, on retrouve encore là un peu de Fibonacci dans les pavages de Penrose. Et donc, ça nous donne comment construire nos séquences musicales, comment sont distribués les espacements courts et les espacements longs. Et on peut retrouver phi aussi d'ailleurs, parce que, bon, étant donné le mot de Fibonacci, si je note L étoile mon nombre d'espacements longs et S étoile mon nombre d'espacements courts dans toute ma séquence infinie, dans tout mon pavage, pour une même famille de droites parallèles, ben ce rapport-là correspond à phi. Donc on retrouve phi de cette manière-là. Ok, maintenant je vais parler d'une application des pavages de Penrose en physique, ou plutôt en chimie peut-être. Donc, il y a ce qu'on appelle en physique le principe de diffraction de la lumière. Alors, qu'est-ce que c'est que la diffraction? Simplement, c'est quand on dévie la lumière, quand on restreint un faisceau lumineux, quand on bloque partiellement la lumière. Par exemple, si on regarde le soleil ou n'importe quelle source lumineuse en plissant des yeux, ça fait comme un halo où on voit toute la lumière plein de se diffracter, créer un halo autour de la lumière. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la diffraction. Et les cristaux ont un spectre de diffraction discret. Okay? Et c'est d'ailleurs ce qui caractérise le cristal, c'est que son spectre de diffraction est discret. C'est-à-dire que si je prends un rayon X, c'est comme ça qu'on procède en laboratoire, et que je regarde, que j'envoie ce rayon X-là sur un cristal, et que je projette le spectre de diffraction sur une toile blanche, ben, on verrait quelque chose comme ceci. Comme ça, c'est pour le NaCl. Donc, c'est un spectre de diffraction discret.
Et puis, ben, les pavages deviennent un outil intéressant pour étudier les spectres de diffraction des cristaux. Par exemple, ici, ce serait associé au pavage carré. Et puis, ben, de la même manière qu'on pensait que tous les pavages, qu'on pensait qu'il n'existait pas de pavage apériodique, on a longtemps cru que tous les cristaux admettaient un spectre de diffraction, euh, bon, discret bien sûr parce que c'est la définition, mais périodique, comme on peut voir ici, qui est associé au pavage carré, un pavage périodique. Et puis bon, on pensait que tous les pavages, tous les cristaux, pardon, avaient un spectre de diffraction périodique. Le premier cristaux à spectre de diffraction apériodique qu'on a trouvé, c'est en 1982. C'est Daniel Shechtman qui l'a trouvé. Ça lui a d'ailleurs valu le prix Nobel de chimie en 2011. Bon, d'une molécule qui est le Al6Mn. Okay. Donc, son spectre de diffraction ressemble à ceci, qui est pas périodique. Hein. On voit qu'il y a des, des, des pentagones, hein, si je relis ça comme ça. Et puis bon, tout de suite en partant, sachant qu'on retrouve des pentagones, ça correspond à aucun pavage qui est périodique. Et bon, pourquoi je parle de ça dans une présentation sur les pavages P2 de Penrose? Bon, oui, il y a la notion d'apériodicité qui lie les deux, mais les pavages de Penrose sont un excellent modèle pour étudier les quasi-cristaux qu'on appelle, cristaux à aspect de diffraction apériodique. Mais c'est un excellent modèle parce qu'ils ont ils ont le même spectre de diffraction. Euh, si je prends un pavage de Penrose pour bloquer un faisceau lumineux, ça va me donner quelque chose comme ceci. C'est, pour ceux qui connaissent ça, la transformée de Fourier qu'on appelle. Et ben, ça coïncide très très bien, là. Donc, les pavages de Penrose ont le même spectre de diffraction que, euh, que les quasi-cristaux. Donc, les pavages de Penrose sont utilisés là, en physique et en chimie pour étudier les quasi-cristaux. OK. Donc, bon, il y aurait bien sûr plein d'autres choses à dire par rapport au pavage P2 de Penrose. J'ai vraiment seulement parlé de l'essentiel. Je vous laisse sur un problème ouvert. Donc, récemment, les chercheurs euh, Alexandre Blondin-Massé, Alain Goupil et Carole Poirier ont trouvé que les sous-arbres induits pleinement feuillus dans les pavages P2 de Penrose, ce sont des chenilles. En des termes très très simplifiés, mais peut-être plus intuitifs, euh, si on se demande c'est quoi la forme optimale qu'on devrait avoir pour avoir le plus de doigts possible, le plus de bouts possible qui dépassent dans un univers donné, donc, par exemple dans l'univers des pavages P2 de Penrose, ben c'est d'être une chenille. Donc en des termes plus rigoureux maintenant, euh, un sous-arbre induit pleinement feuillu, c'est justement un sous-arbre induit d'un d'un graphe donné. Donc, si je considère le dual ici de mes pavages de Penrose, pleinement feuillu, on entend par là que le plus de sommets possible de degré 1. Et puis, bon, la structure optimale pour ça, c'est d'être une chenille, c'est-à-dire d'être une colonne qu'on dit avec des feuilles, des poils, ou, ce qui fait référence au doigt dont je parlais à l'instant. Donc, c'est comme ça qu'on peut le maximiser, c'est en étant une chenille. Par contre, ce qu'on ne sait toujours pas, c'est le parcours de cette chenille-là. Hein, si je prends euh, une chenille considérée en voyant plus, en voyant plus long sur la chenille, ben, on peut se demander ben, par où est-ce qu'elle passe exactement. Hein? On sait que c'est une chenille, mais pourquoi ici elle n'a pas bifurqué, par exemple? Pourquoi c'est par là qu'elle doit passer pour avoir le plus de feuilles possible? Ben ça demeure un mystère. Alors, ben, j'espère que j'ai réussi à vous faire découvrir un nouveau sujet mathématique. C'est ce qui termine la présentation. Merci.